Bien. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous les participants. Nous allons ce soir parler d'un sujet très difficile et je remercie le docteur Ziwa qui a bien voulu accepter de nous parler sur l'adénomyose. Vous savez que c'est un sujet qui est très difficile et on va essayer de percer l'énigme de l'adénomyose et la prise en charge des femmes atteintes de cette maladie dans le cadre de la fécondation in vitro. Donc, j'aurai le plaisir de modérer ce webinaire avec mon ami Dr Mohamed Khrouf et notre ami de la Guinée, le Dr Sidibé, et j'espère qu'il va pouvoir vite nous rejoindre. Je remercie aussi les laboratoires Merck d'avoir sponsorisé ce webinaire. This is life. A moment of joy. A dream come true. All pure love. A tiny breakthrough. Or maybe a triumph. A constant struggle. A clash of ideas. We can make a difference. Create the new, the unexpected. Leading us to feel great, strong, or simply human. Constantly questioning, are we curious enough? Could we be closer? Can we? Can you feel it? Bien. Donc, je donne la parole maintenant à Dr Mnallah qui va présenter le premier workshop qu'on va organiser au mois de juin. À toi la parole, Hanan, si tu m'entends. Donc, pour justement rappeler, puisqu'on a déjà envoyé le lancement du workshop, mais je rappelle que nous sommes en train d'organiser avec Cooper Surgical des ateliers pratiques qui intéressent les biologistes de la reproduction. Ces ateliers pratiques vont toucher à la spermiologie et à l'embryologie. Ça sera des ateliers réguliers qu'on va lancer donc au fur et à mesure de vos demandes. Ce premier workshop se déroulera le 16 et 17 juin et aura comme thème la spermiologie diagnostique et avancée. Au cours de ce premier workshop, vous aurez une bonne partie pratique que vous allez faire au laboratoire avec donc des experts de Cooper et avec l'équipe Fertilia. Donc, je vous invite à s'inscrire pour ce premier workshop et si vous ne recevrez pas les emails, allez-y, vous pouvez contacter Campus Fertilia pour plus de renseignements et d'informations sur cette série d'ateliers pratiques. Voilà, donc sans plus tarder, je donne la parole à Dr Ziwa, je pense qu'il va démarrer l'exposé. Plutôt Dr Mohamed Khrouf. Plutôt à Dr Mohamed Khrouf. À toi, Mohamed. Bonsoir. Pour commencer le webinaire. Bonsoir. Alors, merci à tous. Merci pour toutes ces introductions. Je pense que sans plus attendre, on va donner la parole au professeur Ziwa pour qu'il essaye de d'élucider l'énigme pour nous et à défaut nous guider un tout petit peu dans ce problème que nous rencontrons dans la vie de tous les jours en pratique de l'assistance médicale et qui nous pose problème et nous n'avons pas de solution miracle. Peut-être que tu vas nous en donner une ce soir. À toi la parole, cher professeur.
Merci pour l'invitation, cher ami. Merci pour la patate chaude que vous venez de me refiler concernant donc, ce sujet de l'adénomyose et ses relations dangereuses avec la FIV. Donc, adénomyose et FIV. L'adénomyose se définit par la présence de tissus ectopiques, de tissu endométrial, infiltrant le myomètre. C'est une entité qui est très hétérogène déjà par les théories physiopathologiques qui essayent de l'expliquer, hétérogène par le tableau clinique qu'elle peut engendrer, elle peut être asymptomatique, comme elle peut engendrer des algies pelviennes, des saignements utérins anormaux et engendrer une infertilité. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Hétérogène aussi par sa traduction histopathologique, elle peut être focale, elle peut être diffuse, et hétérogène par sa sémiologie radiologique, que ce soit en échographie ou en IRM. Pour la physiopathologie, les deux théories les plus admises sont l'invasion du myomètre par de l'endomètre suite à une agression de la zone de jonction, soit la théorie de métaplasie à partir de cellules souches. Alors, quel est le rationnel de l'altération des résultats de la FIV en cas d'adénomyose? L'adénomyose est à l'origine de phénomènes inflammatoires qui vont se déverser dans la cavité utérine et apporter ainsi en grande quantité des prostaglandines, des cytokines, des radicaux libres qui altèrent la réceptivité endométriale et par conséquent l'implantation. Et dans cette étude de Campo, déjà publiée en 2012, il a pu démontrer une élévation manifeste des facteurs pro-inflammatoires en cas d'adénomyose, dont une augmentation de la densité des macrophages, des lymphocytes, créant ainsi un environnement hostile et perturbant l'implantation. Le deuxième rationnel qui peut expliquer l'altération des résultats de la FIV en cas d'adénomyose, c'est surtout lorsque l'adénomyose touche la zone jonctionnelle, elle va perturber la contractilité de l'utérus. Et comme vous le savez, physiologiquement, durant la phase lutéale, les contractions sont rétrogrades. Et le fait d'avoir des contractions rétrogrades, ça va améliorer et favoriser l'implantation de l'embryon au niveau du fond de l'utérus. En cas d'adénomyose, les contractions sont plutôt antérogrades et subendométriales, ce qui va entraîner une expulsion des embryons et donc altérer l'implantation. La sémiologie échographique, elle est résumée par cette plaque qui résume les signes qui ont été adoptés par la conférence de consensus MUSA et qui distingue 7 critères. Il y a une différence d'épaisseur des parois utérines. Il peut y avoir des formations kystiques intramyométriales, des formations hyperéchogènes intramyométriales, également des cônes d'ombre en éventail lorsqu'on balaye l'utérus. Il peut y avoir également des calcifications au niveau de la zone de jonction, une altération de la vascularisation au niveau de la zone de jonction, une irrégularité de la zone de jonction, voire une perte de la continuité dans certaines zones de la zone de jonction. Et en échographie, l'avantage de l'échographie, c'est que c'est un examen assez simple à disposition et qui est dynamique. Et quand on voit un utérus adénomyosique en échographie, rarement donc on se trompe. Un autre aspect échographique d'adénomiose, vous avez ici l'utérus qui est adénomiosique
avec des formations kystiques intramyométriales. Il peut y avoir aussi une altération de la vascularisation qui devient rectiligne traversant l'épaisseur du myomètre. Quand on demande une IRM, il faut étudier 3 zones. L'endomètre, la zone de jonction et le myomètre. Les critères de diagnostic en IRM pour une adénomyose diffuse, c'est qu'il faut avoir une association des 2 critères, une zone de jonction qui dépasse les 12 mm et un ratio zone de jonction sur myomètre qui dépasse les 40%, donc soit une zone de jonction qui représente à peu près la moitié au moins de l'épaisseur de la paroi utérienne. Et l'adénomyose focale, où les lésions elles sont nodulaires, localisées, hétérogènes, mal limitées, hypodenses en T2, elles sont situées au niveau du myomètre et distinctes de la zone de jonction. Cette classification de Bazo sur fertile stérile en 2018 distingue en gros 3 types d'adénomyose en IRM. Alors, l'intrinsèque qui est localisé au niveau de la zone de jonction. Alors, la diffuse qui intègre une grande partie de l'épaisseur du myomètre et l'extrinsèque où l'adénomyose se situe en périphérie au contact donc de la séreuse. Alors, quelques images iconographiques personnelles au niveau ici donc de la clinique La Rose. Vous avez ici une IRM qui montre une adénomyose diffuse où on voit très peu de myomètres qui persistent tout autour de la lésion adénomyosique. Une autre image d'IRM qui est diffuse mais avec une localisation focale qui déforme ici l'endomètre et certains auteurs parlent du signe et du point d'interrogation. L'endomètre est déformé. Autre signe, il y a une interruption de la régularité de la zone de jonction, ici au niveau d'une corne utérine. Autre cas d'adénomyose diffuse, mais avec 2 lésions qui sont kystisées au sein du myomètre. Un autre cas d'adénomyose diffuse où on voit que la zone de jonction elle est très épaisse et peu de myomètre normal persiste tout autour. Même chose, autre cas d'adénomyose diffuse. Et ici, un cas très parlant d'adénomyose focale où la lésion adénomyosique elle est située au contact de la séreuse, donc loin de l'endomètre. Autre cas d'adénomyose diffuse, mais avec des lésions qui sont kystisées au niveau de la paroi postérieure et au niveau de la paroi antérieure. Depuis déjà quelques années, on commence à parler de l'effet délétère de l'adénomyose sur les résultats de la FIV. Il s'agit ici d'une étude prospective incluant 256 patients à leur première tentative de FIV. 19 de ces patientes avaient une adénomyose. Et on voit que le taux d'implantation, le taux de grossesse clinique, le taux de grossesse évolutive sont plus bas dans le groupe adénomyose que dans le groupe témoin. Et que le taux d'avortement il est plus élevé dans le groupe adénomyose que dans le groupe témoin. Plus récemment, cette méta-analyse publiée sur fertile stérile de 2017, faite par Younes, il s'agit d'une méta-analyse qui avait pour objectif la revue systématique des publications traitant de l'effet de l'adénomyose sur l'issue de la FIV et d'analyser les effets des différents traitements de l'adénomyose sur la fertilité et sur le résultat de la FIV. Seules 15 études ont été retenues dans cette méta-analyse parmi les 307 papiers identifiés de différentes bases de données. 11 études seulement
il s'agissait d'études comparatives analysant l'effet de l'adénomyose sur les résultats de la FIV et 4 études analysant les résultats de différents traitements sur l'adénomyose et sur l'issue de la FIV. Quels sont les résultats? Alors, les taux de grossesse évolutive, clinique, de grossesse évolutive, de naissance vivante sont plus bas et statistiquement significativement plus bas dans le groupe adénomyose que dans les autres groupes. Et on estime à une diminution de 41% des chances d'avoir une naissance vivante chez les patientes qui ont une adénomyose et qui font une fécondation in vitro. Alors là, il s'agit d'une étude rétrospective de cohorte qui inclut 973 patients et qui ont été répartis en 4 groupes. Un premier groupe A qui ont une endométriose externe seule, 355 patients. Un groupe B, une endométriose associée à une adénomyose, 88 patients. Et un groupe C qui ont une adénomyose isolée. Et ces 3 groupes ont été comparés à un groupe témoin qui avait une stérilité d'origine tubaire et l'effectif était de 466 patientes. Les patientes qui ont une adénomyose isolée, le groupe C, ou associée à une endométriose, le groupe B, ont un taux de grossesse clinique statistiquement plus bas que les patientes qui ont une endométriose isolée, le groupe A, ou qui ont une stérilité d'origine tubaire, donc le groupe contrôle. Donc l'effet délétère de l'adénomyose est démontré par ces différentes publications, chose qui vient d'être confirmée dans la dernière revue donc, de la littérature, la dernière méta-analyse publiée en janvier 2022, donc cette année, et qui confirme cet effet délétère sur le taux des grossesses cliniques, les taux de grossesse évolutive chez les patients qui ont une adénomyose et qui ont par ailleurs un taux d'avortement plus élevé que dans les groupes témoins et qui n'ont pas d'adénomyose. Chose qui a été aussi confirmée par une publication encore plus récente d'il y a quelques semaines, en 2022. Donc, venons au cas clinique. Premier cas clinique. Premier cas clinique, il s'agit d'une patiente qui est âgée de 33 ans, qui désire une grossesse depuis 5 ans, qui a eu 4 inséminations qui ont échoué. Elle n'a pas d'antécédent particulier, elle a une dysménorrhée plus ou moins intense, elle a un AMH à 2,4, un bilan thyroïdien normal, une hystérographie qui est normale. Et à l'échographie, un utérus qui est globuleux, faisant suspecter une adénomyose. Du côté masculin, il n'y a pas d'antécédent particulier et le spermogramme est dans les normes. Voici l'image IRM de cette patiente. Alors, on a ici une mensuration qui est aux alentours de 1,95, donc 19 mm et demi, au niveau de la zone de jonction. Vous savez. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'un fibrome utérin, d'une malformation utérine, d'une adénomyose focale, d'une adénomyose diffuse, d'une hypertrophie endométriale ou autre? Alors, essayez de répondre en écrivant sur QR votre réponse. Ça peut être un choix multiple. On va se donner quelques secondes. Alors, vous avez des réponses, monsieur et mesdames les modérateurs? Pour le moment, il y a le C. Mohamed, tu vois autre chose? On a D aussi, donc adénomyose diffuse. On a B aussi.
Il y a endométriose diffuse, donc je pense qu'on parle de la même chose. Donc, c'est soit adénomiose focale, soit adénomiose diffuse. Et dans le chat, c'est pareil, c'est C ou D, donc les réponses. C ou D. Il s'agit bien d'une adénomiose diffuse. Rappelez-vous, dans mon introduction, pour parler d'adénomiose diffuse, il faut avoir une épaisseur de la zone de jonction qui dépasse les 14, les 12 mm, et un ratio zone de jonction sur épaisseur du myomètre qui dépasse les 40%, et c'est le cas de figure ici. Donc, il s'agit d'une adénomiose diffuse. Quel est votre protocole de stimulation ovarienne? Un protocole lent, un protocole antagoniste, un protocole court, un protocole ultra lent ou une mild stimulation. On prend quelques secondes. Alors, il y a beaucoup moins de réponses que tout à l'heure, là, déjà. Et on a un peu de tout. Oui. Pas mal de cycles lents, quelques cycles ultra lents et même un antagoniste. Donc, OK. je dirais la tendance, c'est vers le protocole lent. Hein. Donc, alors, c'est plutôt protocole ultra lent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une adénomiose diffuse. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, après 3 mois de décapeptyle LP3, elle a été stimulée, elle a bien répondu avec au recueil 9 ovocytes matures, 8 zygotes, 6 blastocystes, un transfert de 2 blastocystes et une vitrification de 4 et une issue heureuse de la grossesse. Quand on voit les données de la littérature, et dans cette étude, il s'agit d'une étude observationnelle de cohorte répartie en 3 groupes. Les auteurs ont réparti les patientes en groupe A, 362 patientes qui ont subi un protocole agoniste ultra lent, un groupe B qui ont subi un protocole agoniste lent et un groupe C qui n'ont pas d'adénomiose mais qui ont une infertilité tubaire et qui ont subi un groupe agoniste également lent. On voit que le taux de grossesse clinique, le taux de naissance vivante est plus élevé dans le groupe A, le groupe ultra lent, que dans le groupe B, groupe agoniste lent. Et la différence était statistiquement significative. Alors, le deuxième cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans qui désire une grossesse depuis 4 ans. Elle n'a pas d'antécédents particuliers. Ses cycles sont réguliers de 28 jours. Elle a une dysménorrhée plus ou moins intense. Le taux d'AMH, il est de 2,7 nanogrammes par millilitre. L'hystérographie, elle est normale. Et l'échographie pelvienne n'a pas pu trancher entre une adénomiose, un adénomium, un fibrome de type 5. Du côté masculin, le mari, il est âgé de 40 ans, il n'a pas d'antécédent particulier. Son spermogramme montre une oligo-asténotératospermie avec un TMS à 0,12 millions. Voici l'IRM de cette patiente. Alors, on voit sur cet IRM, l'endomètre qui est fin, la zone de jonction qui est normale, et on voit sur la face postérieure 2 petites formations qu'on n'a pas pu bien identifier en échographie, entre adénomiose, fibrome. Que pensez-vous donc de cette image en IRM? Est-ce qu'il s'agit d'une adénomiose diffuse, d'un adénomium, d'une adénomiose extrinsèque, d'une adénomiose intrinsèque
ou d'un fibrome. Vous avez des réponses? Vous avez une tendance? Oui, oui, une tendance vers l'adénomiose intrinsèque ou le fibrome. Alors, s'il vous plaît, pour les participants, essayez d'écrire vos réponses dans Q et R, s'il vous plaît, et non pas dans discuter, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra voir toutes les réponses. Merci. Alors, malheureusement, ce n'est pas une adénomiose diffuse, ce n'est pas une adénomiose intrinsèque, c'est une adénomiose extrinsèque, puisque le myomètre entre l'endomètre et la lésion, il est normal. Est-ce que vous voyez la flèche? Oui, oui. Oui, oui. Donc, la lésion, elle est sous-séreuse, elle est extrinsèque. Alors, quel est votre protocole de stimulation ovarienne pour cette patiente? Un protocole long et transfert frais, un protocole antagoniste, un protocole lent et congélation, puis TEC, un protocole ultra lent ou une mild stimulation. Je rappelle le cas, c'est une adénomiose externe, réserve ovarienne normale, endomètre normal. Pour avoir une réponse, on va s'aider de la littérature. Dans cette étude rétrospective de cohorte, incluant 371 patientes, présentant une adénomiose et qui sont toutes incluses en FIV, première tentative. Le groupe d'études, ici, de 237 patientes, ont été stimulés selon un protocole ultra long. Le groupe de contrôle de 134 patientes stimulés selon un protocole agoniste long classique. Le protocole ultra long donne un meilleur taux de grossesse et de naissance vivante, mais ici, la différence n'est pas statistiquement significative. On s'approche de la significativité, mais en termes de naissance vivante, elle n'est pas statistiquement significative. Par contre, le taux de fausse couche, il est plus élevé, il est plus faible lorsqu'on utilise un protocole agoniste ultra long et donc plus élevé avec le protocole agoniste long. Et quand on fait une analyse plus fine, en fonction de la sévérité de l'adénomiose, lorsqu'il s'agit d'une adénomiose diffuse ou focale, le protocole ultra lent donne un meilleur résultat lorsqu'il s'agit d'un protocole d'une adénomiose diffuse que lorsqu'il s'agit d'une adénomiose focale. Donc, c'est ça la nuance. Donc, le protocole ultra lent améliore les résultats en cas d'adénomiose qui est sévère, en cas d'adénomiose diffuse. Mais il n'améliore pas les résultats lorsqu'il s'agit d'une adénomiose focale ou surtout lorsqu'il s'agit d'une adénomiose extrinsèque. Alors, dans cette autre étude rétrospective multicentrique, incluant 52 patients qui ont une adénomiose diagnostiquée par IRM et qui a été publiée donc en 2022. Dans cette étude, les auteurs distinguent trois types d'adénomiose. L'adénomiose avancée, où la lésion touche toute l'épaisseur d'une paroi utérine de la séreuse jusqu'à l'endomètre. De l'adénomiose extrinsèque, où la lésion elle est localisée au niveau sous la séreuse,
mais du myomètre normal persiste entre la zone de jonction et la lésion adénomyosique. Ça, c'est l'adénomyose extrinsèque. Et l'adénomyose intrinsèque qui concerne la zone de jonction, mais au-delà de la zone de jonction, il y a du myomètre normal qui persiste au niveau de la zone périphérique de l'utérus. Quand on voit les résultats dans les sous-groupes, dans le sous-groupe de l'adénomyose extrinsèque, on a un taux plus faible d'avortement et un meilleur taux de naissance vivante que dans les sous-groupes d'adénomyose avancée ou d'adénomyose intrinsèque, donc qui touche la zone de jonction. Et dans une autre étude qui va un peu dans le même sens, il s'agit d'une étude prospective multicentrique menée en Angleterre et incluant 375 patients traités pour infertilité, inclus en FIV. Le diagnostic d'adénomiose a été fait par échographie endovaginale et les auteurs rapportent les différents types de lésions et on voit que les lésions les plus fréquentes, ce sont les lésions kystiques intramyométriales, l'asymétrie des parois utérines, les cônes d'Ambre en éventail, l'irrégularité de la zone de jonction, les îlots endométriaux au niveau du myomètre. Et quand on voit les taux de grossesse en fonction de la sévérité des lésions, par exemple, les patients qui ont un seul signe échographique d'adénomiose ont un taux de grossesse de 37%, alors que celles qui ont 5 signes échographiques d'adénomiose et donc une adénomiose forcément plus sévère, le taux chute à 19%, et celles qui ont tous les signes de l'adénomiose en échographie, leur taux de grossesse chute à 13%. La dernière méta-analyse, aussi de janvier 2022, retrouve cet effet délétère de l'adénomiose sur les résultats de la FIV, mais les auteurs n'ont pas pu conclure à un effet bénéfique des agonistes de la GnRH dans le cadre du protocole de stimulation ou en pré-stimulation pour améliorer les résultats de la FIV, et ceci à cause des biais que contiennent toutes ces études, car la majorité des études ne distinguent pas adénomiose focale et adénomiose diffuse, et tous les auteurs fonctionnent en mode binaire, c'est-à-dire il y a une adénomiose ou il n'y a pas d'adénomiose. Et le but donc de ce webinaire et de ma démarche de présenter l'adénomiose et FIV, c'est d'arriver à une finesse et à une granulité d'analyse pour ne pas considérer toutes les femmes adénomiosiques pareilles, et il faut aller chercher la sémiologie fine en lisant nous-mêmes nos IRM. Ça va nous aider donc à mieux prendre en charge les adénomioses dans le cadre de la FIV. Donc, nous avons opté chez cette patiente pour un protocole long avec un transfert en frais puisqu'il s'agit d'une adénomiose externe, loin de la zone de jonction et loin donc de l'endomètre. Chose qui a été faite avec une bonne réponse, avec 3 ampoules donc, de gonadotrophine, une bonne réponse, 12 ovocytes, 7 zygotes, 4 blastocystes, transfert de 2 blastocystes et vitrification de 2 blastocystes et une issue favorable. On n'a pas toujours des issues favorables, mais les cas de ce soir, c'est des issues favorables. Alors, Khaled ou Mohamed, s'il te plaît, Fathi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, Fathi, attends un peu parce qu'il y a certaines questions auxquelles on devrait essayer de répondre. La première question, c'est
il y a un participant ou une participante qui demande des explications à propos de la mild stimulation. Est-ce que tu peux répondre juste pour expliquer un peu la mild stimulation? Dans le cadre de l'adénomiose, peut-être on en reparlera tout à l'heure. Je préfère différer ma réponse tout à l'heure. D'accord. Il y a une autre question de la part d'un ami marocain, Mohamed Zehi, qui demande: certains fivistes font une biopsie de l'endomètre à la recherche d'une endométrite chronique qui a un effet délétère sur l'implantation. Et ça, c'est un commentaire. Sa question: en cas de transfert d'embryon congelé, est-ce que vous bloquez par agoniste pendant 3 mois avant le transfert d'embryon? On va aborder la question tout à l'heure dans les autres cas cliniques, mais juste des éléments de réponse. L'endométrite, on peut l'avoir en dehors de l'adénomiose, mais il semblerait que l'endométrite est plus fréquente en cas d'adénomiose. Et son traitement est à base d'antibiotiques, mais la mise au repos de l'utérus, le blocage de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien par n'importe quel moyen pourrait contribuer à l'amélioration de l'endométrie. Ok, Mohamed, est-ce que tu vois d'autres questions? Non, non, à mon niveau, je ne vois pas d'autres questions. Non, c'est tout. Donc, on peut continuer, je pense. Est-ce que notre ami Sidibé peut intervenir pour dire un mot, s'il a des commentaires, il peut intervenir à tout moment? Je ne sais pas, Moreau, si tu nous écoutes. Je ne sais pas si il est toujours connecté avec nous. Oui. Sinon, on peut continuer, mais il y a aussi des félicitations pour l'iconographie. Voilà. Bon, merci pour les félicitations, mais il faut surtout féliciter l'équipe de la clinique La Rose qui ont un excellent appareil d'IRM et la qualité des images, vous venez de l'avoir. Arrive une question à la dernière minute, mais ce n'est pas une simple. Quels sont les facteurs d'échec du transfert en cas d'adénomiose? Alors, il y a des facteurs qui sont liés à l'adénomiose elle-même. La cavité peut être tortueuse avec un canal, un trajet qui est très déformé. Mais malheureusement, on est limité par rapport à ça et la seule arme qu'on a, c'est de mettre au repos ces patientes pendant 3 à 6 mois avant d'envisager un transfert. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Oui, vas-y. Alors, le troisième cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 30 ans qui désire une grossesse depuis 4 ans. C'est une Tunisienne expatriée au Canada. Elle a des cycles réguliers de 28 jours. Elle souffre tous les mois avec une dysménorrhée très intense. Elle a été opérée donc à Montréal d'un endométrium et sur le compte rendu, donc il y avait endométriose très sévère, classée stade 4 et elle a subi une kystectomie. Son taux d'AMH, il est à 1,2 nanogrammes par millilitre. L'échographie pelvienne retrouve une récidive de l'endométrium de 8 cm avec un ovaire droit qui est haut situé. Le mari, il est âgé de 40 ans, il n'a pas d'antécédents particuliers, son spermogramme est strictement normal avec un TMS à 15 millions. Voici son IRM. Donc, sur l'IRM, on voit ici l'utérus, on voit la zone de jonction. On voit cette image-là latéro-utérine. Les autres clichés de la même patiente, donc. Ici, sur ce cliché, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, on a 1,34 par rapport à la zone de jonction. Un autre cliché de la même patiente. Alors, quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'une adénomiose diffuse, d'une adénomiose focale
d'un adénomium, d'un endométrium? C'est une question à choix multiple. Alors, des orientations. On a des orientations ou désorientations. C'est un peu désorienté. On a beaucoup de D et quelques A. Donc, plein d'endométrium et quelques adénomioses diffuses. OK, bon. En fait, c'est la bonne réponse. Il s'agit d'une adénomiose diffuse en se référant donc à la définition donc, IRM de l'adénomiose. Regardez ici sur ce cliché l'importance de la zone de jonction qui représente à peu près 60% de toute l'épaisseur. Donc, on est en plein dedans de la définition de l'adénomiose donc diffuse. Puis, vous avez ici l'image de l'endométrium ovarien avec cet ovaire qui est perché, qui est oscitué. Alors, quelle est votre stratégie thérapeutique pour cette patiente? On va la stimuler en cycle long et transfert frais, en cycle ultra long et transfert frais, en cycle antagoniste et transfert frais, lui proposer une kystectomie par célioscopie, puis passer en FIV, ou proposer une autre stratégie. Vous voyez que dans les cas cliniques, la difficulté va en progressant. Oh ben oui, et c'est l'intérêt de cette gymnastique. On a beaucoup de réponses. Hein? Oui. Alors, on a A, AD, AD, D, E. Autre stratégie, célioscopie pour baisser l'ovaire. Donc, une célioscopie uniquement pour faire baisser l'ovaire. Et alors, vraiment, il y a de tout. Beaucoup de E sans préciser. Bon, celui qui a il y a beaucoup de E sans préciser. Mais il y a un E. Alors, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a très peu de D? D, il y en a quand même 6, 7, 8. 8 D quand même. Hein. Donc, autant pour les réponses, alors là, surtout pas D, mais surtout pas D. On va proposer une autre stratégie. Alors, pourquoi surtout pas D? Parce que c'est une endométriose sévère, une récidive d'endométriose déjà opérée, une AMH qui est déjà à tendance basse, 1,2. Donc, on a opté pour la stratégie suivante, alcoolisation de l'endométriome pour éviter la chirurgie, vu la baisse de la réserve ovarienne, et pour rendre l'ovaire plus accessible. Et ensuite, faire un protocole ultra long, vu le caractère diffus de l'adénomiose et le désir de faire un transfert en frais, car la patiente est expatriée et elle ne peut pas aller faire des allers-retours. Donc, voilà notre stratégie. Donc, on l'a adapté au contexte, au cas clinique et au contexte de la patiente. Donc, surtout ne pas l'opérer. L'ovaire, il est difficile d'accès, donc ça présage d'une ponction difficile, voire incomplète. Et l'alcoolisation nous permet donc d'éviter la chirurgie et de rendre l'ovaire plus accessible. Alors, on a des commentaires et puis peut-être un peu pour discuter. D'abord, c'est une stratégie qui semble être un peu du sur-mesure, c'est-à-dire un peu taillée pour la passe. Ah oui, c'est du sur-mesure au cas clinique. Au cas clinique, basé sur les données de la littérature, mais là, on jongle avec les différents paramètres pour proposer à la patiente ce qui lui va le mieux. Il y avait une proposition d'un des participants, abaissement de l'ovaire par célioscopie. Quel serait ton commentaire? Moi, pas que moi, mais les recommandations, c'est d'éviter d'aller réopérer ces patientes qui ont une endométriose et qui ont surtout une baisse de la réserve ovarienne. Même en essayant d'abaisser uniquement
l'ovaire. Mais si jamais vous avez une rupture de l'endométrium, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer certainement la main forcée à faire une exérèse, une électrocoagulation, chose qu'il faut absolument éviter chez ces patientes-là. Donc, en fait, ce n'est pas aussi simple comme ça dit d'abaisser un ovaire chez une patiente qui a une endométriose sévère. Ce n'est pas un ovaire qui est juste adhérent et que ça peut ne pas être fait sans dégâts. Et il y avait aussi un autre commentaire. Oui, OK, mais le transfert frais réduit le succès. Quel serait ton commentaire et peut-être aussi des biologistes sur la question? Alors, effectivement, comme la patiente a une endométriose, une adénomiose diffuse, on a opté pour le protocole ultralent. Et le protocole ultralent dans l'adénomiose diffuse permet d'améliorer les résultats même en transfert frais. Donc, OK, c'est très clair. Et on voit la littérature qui rapporte des cas d'alcoolisation d'endométrium pour éviter la chirurgie, quitte à faire des alcoolisations répétées. Et d'ailleurs, chez cette patiente, ça a très, très bien marché et on ne voit plus l'endométrium. Alors, le quatrième cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 39 ans, qui n'a pas d'antécédents particuliers. Ses cycles sont réguliers de 28 jours. Elle a une dysménorrhée. Elle a une AMH à 0,5, un bilan thyroïdien qui est normal. Le marié a un spermogramme qui est tout à fait normal. l'IRM, alors, elle désire donc une grossesse depuis 2 ans. Et elle a eu 2 échecs d'insémination artificielle. Voici son IRM. Vous avez ici 7,04 comme épaisseur de la paroi utérine antérieure par rapport à la paroi utérine postérieure. Donc, ça fait au moins 4 fois l'épaisseur de la paroi utérine postérieure. Quelle est votre stratégie pour cette patiente? Est-ce que vous allez proposer un cycle long et transfert en frais, un cycle ultra long et transfert en frais, un cycle antagoniste et transfert en frais, un cycle court et transfert en frais, ou une autre stratégie? Ici, le diagnostic d'adénomiose ne fait aucun doute. Il y a beaucoup de B là. Il y a beaucoup de D, cycle court et transfert frais. B, cycle ultra lent et transfert frais. Et il y a eu combien de réponses, Khaled? Il y a eux aussi. Mais moi, je vois sur le… Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois, Mohamed, sur l'autre. Moi, je regarde sur de discuter parce qu'il y a beaucoup de gens qui… Mais sur QER, qu'est-ce que tu as? Un coup, il y avait beaucoup de bébés. Après, il y a eu de E. Des E, voilà. Il y a des B et des E. Alors, les D… Je dirais que les E doivent quand même se prononcer en disant E. Les E. Alors, ceux qui proposent E, quelle autre stratégie? Voilà. Est-ce qu'ils peuvent développer un peu plus? Mais on peut commencer déjà à donner des réponses pour le D. Surtout pas le D, car le cycle court en cas d'adénomiose, c'est lui qui a les plus mauvais résultats en fécondation in vitro. Les résultats sont très mauvais pour le cycle court et aussi pour le cycle antagoniste et transfert en frais. Oui. Alors, il fallait proposer une autre stratégie. Laquelle? La stratégie repose sur la démarche suivante.
faire une stimulation ovarienne avec un pooling embryonnaire. Pourquoi? Parce que la réserve ovarienne, elle est basse. On ne peut pas se permettre d'aller faire un protocole ultra long, voire même un protocole long, car on va trop bloquer les ovaires et on aura du mal à faire redémarrer les ovaires avec les gonadotrophines. Ça va consommer énormément de gonadotrophines et la stimulation va se prolonger plusieurs jours en plus qu'une stimulation habituelle. Donc, la démarche serait donc de faire une stimulation ovarienne sans blocage préalable par les agonistes. Ensuite, donc, congeler ces embryons, on fait une duostime ou on fait 3 ou 4 stimulations. Alors, le protocole de stimulation qu'on peut utiliser ici, alors, on peut utiliser un protocole antagoniste, on peut utiliser un protocole agoniste lent, on peut utiliser une mild stimulation. Notre but, c'est d'avoir un pooling embryonnaire. Ensuite, on fait un blocage de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, voire même une insertion de système intra-utérin au lévonorgestrel type Mirena pendant 3 à 6 mois. Et ensuite, préparer l'endomètre et faire un transfert d'embryon congelé. Alors, cette démarche et cette philosophie d'approche, on la retrouve dans la littérature et dans cette revue d'experts publiée en endocrinologie et métabolisme. Faire des stimulations répétées peut être proposé chez les patientes qui ont surtout un âge avancé et une réserve ovarienne faible, congeler ces embryons, puis transférer après 3 à 6 mois de blocage par les agonistes de la GnRH. Et on retrouve aussi le même esprit dans cette étude. Il s'agit d'une étude rétrospective de cohorte qui a inclus 358 patientes avec une adénomiose diagnostiquée par échographie et par IRM et incluse dans leur première tentative de FIV. Le protocole de stimulation était le même pour toutes les patientes, 150 à 225 unités de HMG. Le blocage était assuré par de la méthoxyprogestérone acétate et un double déclenchement par ACG et par décapeptyle 0,1. Congélation chez toutes les patientes au stade de blastocyste. Et il y a donc 2 groupes, celles à qui on insère un stérilet type Mirena pendant 3 mois et celles chez qui on ne fait rien. Puis, on prépare l'endomètre selon le même protocole qui est un cycle semi-naturel. Et on voit dans cette étude que le taux de grossesse, il est bien plus élevé chez les patientes qui ont une stimulation ovarienne suivie d'une insertion de Mirena, puis une TEC après préparation endométriale, que les patients qui n'ont pas eu d'insertion de stérilet type Mirena. Le rationnel de l'insertion de ce stérilet, c'est qu'il va mettre au repos l'endomètre, il va mettre au repos la zone de jonction, il va donc diminuer tous les phénomènes inflammatoires associés à l'adénomiose et augmenter ainsi les chances d'un transfert d'embryon congelé. Et quand on voit cette dernière publication faite en 2021, une autre méta-analyse, 17 études donc, ont été retenues, 4 études prospectives, 13 études rétrospectives. Quand on considère tous les sous-groupes de protocoles de stimulation, l'adénomiose a un effet délétère sur les taux de grossesse. Quand on fait une analyse qui est plus fine en fonction du protocole de stimulation, seuls les protocoles agonistes courts et les protocoles antagonistes ont un effet délétère sur les résultats de la FIV en cas d'adénomiose. Mais quand on voit l'ensemble des protocoles de stimulation, il n'y a pas de différence statistiquement significative
en termes de taux de grossesse clinique. Alors, même chose pour les naissances vivantes. Le taux d'avortement, là aussi, il est plus élevé chez les patients qui ont eu un protocole de stimulation court ou un protocole antagoniste. Et l'ensemble des études, là aussi, il y a un peu plus d'avortements lorsqu'on additionne tous les protocoles de stimulation. Voilà ce que j'avais à vous présenter dans le cadre de l'adénomyose. Et vous voyez qu'il n'y a pas de protocole standard pour l'adénomyose. Je vous invite donc à bien analyser la sémiologie de l'adénomyose en échographie, mais surtout en IRM. Ça va vous aider dans le choix de votre protocole thérapeutique, bien sûr, en plus des éléments d'évaluation de la réserve ovarienne, de l'âge, du volume de l'utérus dans sa globalité et des paramètres masculins. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que quand même, on va avoir beaucoup de questions, à mon avis, puisque de toute façon, le sujet, on ne finit pas d'avoir des points d'interrogation, même si je pense que très sincèrement, en tout cas à mon niveau, il y a des choses qui s'éclaircissent. Et j'aime beaucoup cette idée de faire la part des choses entre les différentes adénomioses qu'on avait l'habitude de classer rapidement en adénomiose comme ça et de personnaliser la prise en charge en fonction de chaque type. Moi, j'aurais une question. On dit souvent que la partie n'est pas gagnée quand on a obtenu une grossesse en FIV en cas d'adénomiose parce que la suite risque d'être plus compliquée au premier trimestre, mais aussi au deuxième et au troisième trimestre avec des complications. Quel est ton avis? Et quelle est aussi ton expérience, par exemple, de ces patientes-là? Est-ce que réellement on observe plus de complications obstétricales? La césarienne, comment se passe-t-elle? Comment ça se passe? Alors, il y a plus de complications et d'ailleurs, je n'avais pas abordé la question. On s'était contenté uniquement des résultats de la FIV et non pas des répercussions donc, sur la grossesse et sur le nouveau-né. Mais il y a beaucoup plus de complications de type hypertension gravidique, de type prééclampsie, de type faible poids de naissance, retard de croissance intra-utérin, plus de césarienne, plus de difficultés par opératoire en cours de césarienne. Tout ça, c'est documenté donc, dans la littérature. Et d'ailleurs, dans la dernière méta-analyse, pas la dernière, celle de 2021, il y a tout un chapitre sur le pronostic au cours de la grossesse et le pronostic néonatal. Merci beaucoup. Je pense que c'est aussi important de le dire parce que c'est des patientes qui doivent donner l'alerte un tout petit peu quand on réussit à les faire tomber enceintes. Il faut qu'on puisse assurer par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question par rapport au DK 375 ou 1125. Est-ce qu'il y a une différence, une préférence? Non, je pense que c'est la même chose. Qu'on utilise une ampoule par mois ou une ampoule à 11 pour 3 mois, je pense que c'est la même chose. Moi, j'ai une question. Là, il faut absolument réserver cette approche et démarche, soit dans le cadre d'un pooling, soit chez les patients qui ont une très bonne réserve ovarienne au départ. Sinon, on n'arrivera pas à stimuler ces patients. Moi, j'aurais une autre question, c'est par rapport à la préparation de l'endomètre en vue d'un transfert d'embryon congelé. J'ai des difficultés personnellement parfois à identifier l'endomètre chez ces patientes-là en cours de préparation et pour décider, on a l'impression que l'endomètre est toujours un peu hétérogène et c'est difficile de mesurer l'endomètre par voie vaginale. Parfois, l'utérus est un peu ascensionné encore et on a du mal. Quelles sont tes astuces pour s'en sortir face à ces patientes qui sont difficiles du premier jour jusqu'à la fin? Alors, l'endomètre, il est plus difficile à mesurer dans les adénomyoses intrinsèques. Ça, c'est manifestement la difficulté la plus importante, car la zone de jonction, elle est touchée en premier lieu, plus que les autres parties du myomètre.
Alors, est-ce qu'il y a des astuces? Si on n'y arrive pas par voie endovaginale, on pourrait s'aider par la voie sus-abdominale ou faire une sono, hydrosono. Et point de vue hystéroscopique, est-ce qu'il y a des images qui doivent attirer notre attention quand on les explore sur le plan hystéroscopique? L'adénomiose peut être aussi évoquée sur l'hystéroscopie. On peut voir des orifices glandulaires qui sont béants. On peut voir même du liquide marron qui sort par ces orifices, mais ça reste quand même assez rare de tomber sur des cas très, très parlants d'adénomiose en hystéroscopie. D'accord. On a un aspect qui est inflammatoire, on a un aspect pétichial qui ressemble à une endométrite, mais le diagnostic reste l'échographie et l'IRM. C'est clair. Il y a parfois justement ces glandes en hystéroscopie que l'on voit parfois. Et est-ce qu'il y a lieu de les traiter avant transfert, par exemple de les coaguler pour essayer de les aveugler ou de les… Alors, lorsqu'on fait une hystéroscopie et on tombe sur des lésions qui sont d'accès facile, on peut les coaguler, on peut faire une résection ciblée, très ciblée, mais il faut que ce soit… il ne faut pas que la chirurgie ramène des difficultés supplémentaires et altère le pronostic. Et concernant la chirurgie des adénomyomes ou la chirurgie de l'adénomiose diffuse qui était parfois, qui faisait sensation dans les congrès avec des chirurgies très extensives, est-ce que c'est tombé en désuétude ça? C'est toujours d'actualité, soit dans le cadre de la fertilité spontanée, surtout, mais dans le cadre de la PMA, il y a très, très peu d'études qui ont abordé la question. La chirurgie de l'adénomiose améliore la fertilité spontanée. Une question qui nous vient de Qirwen, de notre ami Adel Mefteh, qu'on salue. Est-ce que le transfert est plus difficile en cas d'adénomiose? Peut être plus difficile lorsque il y a une distorsion du trajet du canal cervical. C'est tout. En tout cas, il faut qu'il soit éco-guidé parce que l'utérus augmenté de taille, on risque franchement de transférer au niveau de l'endocole. Au niveau de l'endocole, oui. Oui. Tous les transferts doivent être éco-guidés, de toutes les manières, on est d'accord là-dessus. Mais merci pour Adel pour cette question. Je pense qu'il faut le rappeler parce que, comme on a dit, c'est une population difficile et spéciale du début de la première consulte jusqu'à l'accouchement finalement. Je pense qu'on peut clôturer, si Khald, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, on peut clôturer. On remercie tous les participants et on dit à la prochaine fois, donc au prochain webinaire qui sera donc programmé le 2 juin. Le 2 juin. Et ça va se rapporter sur la stimulation ovarienne et la place de la LH dans la stimulation ovarienne. Merci. Voilà. Donc, merci à tous et donc à bientôt. Et bien entendu, nous attendons vos suggestions et les formulaires d'appréciation que nous allons vous envoyer. Essayez de les remplir, de nous les envoyer. Comme ça, on peut améliorer pour vous donc les choses. Merci à tous, merci à toutes et à bientôt. À bientôt.